Un guerrier solitaire marche sur une route. Près de lui, un enfant dort, ignorant ce qui l'entoure. Au loin, des ennemis guettent embusqués. Le guerrier sait qu'ils sont là. L'enfant dort paisiblement. Le guerrier met sa main sur son arme. Ce soir, le sang va couler. Cette histoire est connue. Cette histoire a été contée des dizaines de fois. Bienvenue dans la version de Lone Wolf and Cub. Lone Wolf and Cub est une manga de Koseki Kojima au dessin et Kazuo Koike encore au scénario, publié dans Weekly Manga Action de 1970 à 1976. À la fin de l'époque Edo, en plein sanglant shogunat du clan Tokugawa, un Mefumato, un samouraï renégat et hors-la-loi, parcourt les routes du Japon avec son jeune fils. De rencontre en contrat, il usera sa lame, se forçant une réputation de véritable démon, de loup solitaire avec son louveteau. Surnommé Kojuro Okami, il est en fait Ogami Ito, un seigneur au service du shogun, trahi par un clan rival, qui a exterminé sa famille et sert sur les routes s'avançance. Après des études et un début de vie professionnelle mouvementé, c'est en 1968 que Kazuo Koike est rentré dans le monde des mangas en devenant l'assistant de Takao Saito sur les scénarios de Muyono Soke et Gogol 13. Il cofonde en 1970 le studio SIP dans lequel il créera toutes ses œuvres qui ont marqué les années 70 par la suite. À commencer par Lone Wolf and Cub, pour laquelle il est allé chercher Koseki Kojima. Si vous voulez plus de détails sur sa vie et son œuvre, allez voir mes vidéos sur les Disney Blood et Cran Freeman. Justement, Koseki Kojima était le complément parfait à Koike, puisque lui aussi a eu un parcours atypique. Artiste de Kamishibai, puis auteur de manga pour librairie de prêt dans l'après-guerre, il commence au milieu des années 50 à intégrer le cercle des artistes de Gekika. Il fait la rencontre de Koike alors qu'il était l'assistant de Senpai Shirato sur Kaboiden, travaillant tous les deux pour le même éditeur. Outre Lone Wolf and Cub, ils collaboreront ensemble sur 3 autres séries: Kobegeri Asa, Enzo no Mori et Kawaite Solo. Dessinateur au style brut et contrasté, Kojima avait la particularité de dessiner au pinceau plutôt qu'à la plume, donnant à ses œuvres une apparence d'ancienne estampe qui peut rappeler Sogajo Ohaku, Otakawa Kuneyoshi ou l'école Kano. Comparé à un Kazuo Kamimura au style plus raffiné, Kojima privilégie le mouvement et l'énergie à la précision des corps. Son style a inspiré plusieurs grands mangaka par la suite, dont Takehiko Inoue, auteur de l'excellente série Vagabond. En créant son Ogami Ito, Koike voulait créer un héros mythique dans la lignée des guerriers voyageurs. Ces personnages surpuissants qui parcourent les routes à la recherche d'aventures. Un Siegfried, un Persée, un Jean Valjean, un Zhao Yun. La littérature, le cinéma et les mangas sont remplis de cette figure du guerrier solitaire défendant un enfant. Koike ne s'est pas caché s'être inspiré des Dodoro, du voyage de Sonji, de Koiziden et des films d'Akira Kurosawa pour créer Lone Wolf and Cub. Mais la nuance qu'il a apportée est qu'Ogami ne cherche pas à regagner son honneur ou une nouvelle vie, mais à renoncer au statut d'être humain pour celui de démon et veut uniquement se venger. Il ne cherche pas l'ascension, mais à entraîner ses ennemis dans son enfer.
Il est le héros surpuissant qui est déchaîné sur ceux qui l'ont provoqué. C'est exactement ce que le style brut et violent de Kojima met en valeur. Ce n'est pas étranger au fait que l'action se déroule durant le shogunat des Tokugawa, une période de guerre civile et d'ambition sanglante de la part de certains clans. Le monde de Lady Snowblood était civilisé, pacifié mais hypocrite. Un style graphique élégant et précis l'illustrait bien. Mais l'univers de Lone Wolf and Cub est impitoyable et sanguinaire. Le visuel doit y faire référence. Contrairement à Lady Snowblood, les deux œuvres se font écho, l'histoire du Japon n'y a pas une aussi grande place. Il y a un réel effort de la part de Kojima de reconstitution historique de cette époque au niveau des costumes, des décors, de l'architecture, des rites et des rituels, mais l'histoire n'impacte pas autant le cœur du récit. Cela reste une œuvre d'action et d'aventure centrée sur des histoires fermées, où de temps à autre, un morceau de la vie d'Ogami nous est révélé. C'est la même structure que Koike a utilisée par la suite dans, entre autres, Lady Snowblood et Crying Freeman. Comme quoi, on ne change pas une formule gagnante. Le cœur du récit, c'est l'univers des samouraïs. Genre encore populaire aujourd'hui, on n'a qu'à penser au succès phénoménal de Demon Slayer et qu'il l'était encore plus au début des années 70. S'inspirant particulièrement du cinéma de Kurosawa, spécifiquement du personnage de Yojimbo dans cette figure du samouraï errant silencieux, Kojima a utilisé et perfectionné toutes les techniques pour représenter l'élégance et la précision à l'épée des samouraïs. Pour prendre un unique exemple, Kojima n'a pas inventé le coup en suspension quand deux dualistes s'affrontent et que le perdant tombe avec un délai, mais il l'a hautement popularisé. C'est le genre de scène qu'on voyait dans plusieurs Sampara faits bien avant, mais Lone Wolf and Cub l'a répandu pour l'univers des mangas au point d'en faire un stéréotype. Et la grande force de la série est d'avoir apporté à une œuvre commerciale un réel aspect philosophique. Outre l'imagerie très zen, la série parle de karma. Le karma d'Ogami qui a tué toute sa vie pour le shogun et qui doit encore tuer pour sa propre vie. Le karma du clan Yasuo qui, en tuant par ambition, a réveillé un démon qui les mène à leur perte. Le karma des nombreux tueurs qu'Ogami va croiser et qui vont payer leurs crimes. Lorsqu'on tue, on a toujours une dette envers la mort. Et une dette, ça se paye. Ogami sait qu'il a une imposante ardoise, mais seul lui décide quand il s'en acquittera. Lone Wolf and Cub fait partie des séries qui ont fait le pont entre le courant sérieux du Gekika et les œuvres grand public matures d'aujourd'hui, et qui s'est très bien exportée. Si la série a été connue plus tard en France, elle a d'abord été publiée aux États-Unis à la fin des années 70 par First Comic, mais leur faillite a mis fin à la publication. Puis, en 1987, Dark Horse a repris la publication, aidé par des couvertures faites par différents artistes, dont Frank Miller, et ce fut un grand succès qui a aidé à faire connaître l'univers des mangas aux États-Unis. Et je ne pouvais pas ne pas parler de Road to Perdition, de Max Arthur Collins et Richard Pierce Winner, qui ont clairement dit s'être largement inspirés de Lone Wolf and Cub pour créer leur excellent roman graphique d'un tueur de la mafia des années 30 qui, accompagné de son fils, part tuer le parrain qu'il a mis dans la disgrâce. Sam Mendes en a tiré un magnifique film. Pour en revenir au Japon des années 70, l'immense succès de la manga a amené Shintaro Katsu à vouloir l'adapter en film. Comédien, réalisateur, scénariste et producteur dans sa compagnie Katsu Production, Shintaro Katsu est connu pour la série des films Zaitochi, où il tenait le rôle principal. Il était une figure centrale de ce nouveau courant de Sampara violent et provocateur.
Sa vie mouvementée, son caractère bouillant et ses nombreux problèmes de drogue et de jeu ont fait de lui une figure publique controversée au Japon. Toujours est-il qu'il a convaincu la plus grosse compagnie de production de l'époque, la Toho, de l'accompagner dans l'aventure, tout en gardant le contrôle artistique sur le film. Au début des années 70, la Toho, comme beaucoup de compagnies de cinéma, voyait la télévision faire mal à la fréquentation de salles et la contre-culture être de plus en plus populaire. Lone Wolf and Cub était une occasion rêvée pour elle de ramener ce public d'adolescents révoltés dans leur salle. Avec 6 films et une série télévisée uniquement pour les années 70, ils ont exploité le filon. Je ne me suis concentré que sur le premier, Lone Wolf and Cub, le sabre de la vengeance, car c'est celui qui met en place le style de la série. Mais ils sont tous à peu près du même niveau. Fait rare, ce sont Kazuo Koike et Kozeki Kojima qui ont signé ou ont collaboré au scénario des 6 films. En théorie, les scénaristes devraient avoir compris la manga. Koike avait déjà écrit 3 épisodes de Muyudonsuke, une série de samouraïs, pour la télévision en 1969. Il avait un peu d'expérience dans le domaine. Pour réaliser le film, Katsu a fait appel à Kenji Mitsumi. Les deux se connaissaient bien pour avoir travaillé ensemble sur 6 des Zaitotsu, dont le premier. Vétéran du Sampara, il avait déjà 15 ans de carrière et 60 films dans sa manche à ce moment. Ironiquement, son dernier film avant sa mort, en 1975, se nomme Le Dernier Samouraï. Ogami Ito est l'assassin personnel du Shogun. Jalousé par l'ambitieux clan des Yagyu, ces derniers vont mettre sur pied une mise en scène pour discréditer Ogami et l'obliger au suicide rituel. Malgré qu'il ait découvert le complot, en refusant de se suicider, il devient un hors-la-loi, poursuivant alors, accompagné de son jeune fils, la quête de se venger des Yagyu. Pour camper le froid et impitoyable Ogami, Katsu et Mitsumi ont choisi Tomisuburo Wakayama, le frère de Shintaro Katsu. Mais ce n'était pas du favoritisme. Artiste de kabuki depuis son jeune âge comme son père et son frère, Wakayama s'est d'abord illustré dans les arts martiaux durant son adolescence, pour se tourner vers le jeu durant sa vingtaine. Il devint graduellement une figure connue et reconnue des films de Yakuza et des Sampara des années 60. C'est à 42 ans, avec Lone Wolf and Cub, qu'il a décroché le rôle qui a défini sa carrière. La première chose qui frappe est combien l'Ogami de Wakayama est plus vieux et gras que celui de la manga. Ou plutôt, il a une apparence plus vieille que dans la manga. Si, au début, c'est un peu déroutant, ça ajoute un côté blasé et fatigué au personnage, qui sait que sa quête de vengeance sera sa dernière quête sur cette terre. Ça apporte un côté zen et résigné au personnage, un côté plus humain. Si l'Ogami de la manga est une machine à tuer sans émotion, l'Ogami du film est, au début, plus hésitant et déstabilisé, plus expressif, pour retrouver son contrôle, un katana à la main. Il a malgré tout une courbe d'apprentissage où il devient de plus en plus un loup solitaire. C'est Akihiro Tomigawa qui joue le petit Daigoro dans les 6 films et c'est le seul rôle mémorable de sa vie. Pour un enfant de 3-4 ans, il possède bien son rôle. Essentiellement, le film suit l'histoire du village cassé du 8e chapitre et raconte ce qui a amené Ito Ogami sur les routes avec son fils. Le film a une structure bien plus chronologique que dans la manga. Le passé d'Ogami est clair et ses motivations sont claires. Dans une manga, faire des histoires fermées avec un personnage mystérieux et saupoudrer de temps en temps des moments de son passé fonctionne très bien. Dans un film qui ouvre une série, il est préférable de placer la base et ensuite se concentrer sur une histoire plus linéaire. Koike l'a bien compris et a adapté le récit à la réalité du cinéma. Cela fonctionne parce que c'est naturel et cohérent dans la façon dont l'histoire est contée.
Le passé d'Ogami fait avancer l'histoire et sert à mieux comprendre les enjeux. Même si le volet historique n'était pas central dans la manga, dans le film, ça se limite à du texte au début du film qui résume l'époque et donne les informations nécessaires à comprendre l'histoire. Ce n'est pas la façon la plus élégante, mais ça fonctionne. L'art de l'adaptation, ce n'est pas de copier à l'écran ce qu'il y a dans la manga, mais de le transposer en respectant l'esprit du dessin et les règles de l'écran. Cela, Mizumi, Koike et Kojima l'ont compris. Mizumi a bien compris qu'un des attraits de la manga était son atmosphère lente et posée. Le film prend bien son temps pour installer chaque scène et chaque action en jouant bien sur les tensions, les moments de silence et les moments de flottement. Il faut souligner combien la direction photo, les cadrages, le travail de caméra, le travail des ombres et de la lumière est très réussi. Les décors naturels sont magnifiques et ont une texture ancienne. Les villes et villages semblent authentiques. Les intérieurs vivent et dépassent leur statut de décor. Bref, l'univers est crédible. Ce n'est pas du niveau de Akira Kurosawa ou d'un Tomo Oshida, mais ça reste un film de qualité. Shikachi Makiura, le directeur photo, était le collaborateur habituel de Mitsumi, donc ils étaient rodés à travailler ensemble. Ils ont pris au sérieux le sujet et c'est appréciable. Mon seul bémol visuellement est la représentation du village caché dans le film. Dans la manga, ce village reconnu pour ses sources chaudes et envahi par des brigands est niché dans des montagnes et enveloppé d'une brume constante. Cela lui donne à la fois une aura de village magique et d'enfer sur terre. Cela donne l'impression d'être dans un lieu hors du temps, hors du monde et irréel. Dans le film, le village est joli, mais isolé dans une jungle, donc déjà moins mystique. On perd beaucoup dans la symbolique. Mais j'imagine que c'était trop compliqué comme environnement, ou que ça rendait mal à la caméra, un village rempli de brouillard. Mais ça reste une critique mineure qui ne nuit pas au film. Par contre, le travail sonore est particulier. Je ne parle pas de la musique d'Eken Sakurai qui est correcte, mais des effets sonores et du style sonore. Lors de plusieurs scènes, le film perd tout son. Aucune musique, aucun effet sonore, aucun fond sonore. Le silence blanc. Habituellement, l'absence de son au cinéma représente la perte de repères, la folie ou l'enfermement. Là, c'est placé de façon aléatoire et fait seulement me demander si ma version du film avait un problème. Je l'ai dit, en produisant et distribuant Lone Woven Cub, la Toho voulait compenser leur perte de marché sur la télévision et attirer un public de jeunes adultes. Le film est donc violent, le film est donc cru, le film contient du sexe. Rien d'exagéré, mais assez pour ne pas dénaturer le matériel d'origine sans être un film sulfureux. L'époque dans laquelle le film se déroule est violente, il faut que le film le soit. Le budget conséquent du film a bien été utilisé. Sauf peut-être pour la perruque de Yonosuke Ito qui joue le seigneur Yagyo Iletsudo. Une perruque d'aussi mauvaise qualité dans un film avec un bon budget, comment dire? C'est honteux! Et ne faites pas en plus un gros plan dessus. Le parti pris du film est de mettre en opposition la vision fictive du Japon ancien de la manga avec une vision plus réaliste et historique. Le film n'est pas un documentaire, ni même une reconstitution historique, mais ce n'est pas non plus le Japon rêvé, le Japon fantasmé de guerriers solitaires, de cruels brigands et de daimyo sanguinaires.
où un héros et son jeune fils se battent pour la justice. À l'exception de Yagio Rejudo, qui a vraiment l'air d'un méchant théâtre, le reste du film est plus nuancé. Les personnages, bons ou mauvais, ont des motivations crédibles et des réactions logiques. Et pour une fois, les combats de katana sont relativement réalistes. Le katana japonais est une arme redoutable pour couper la chair, mais trop fragile pour parer des coups. Il brise immédiatement. Ce genre de combat d'anime, ça ne se peut pas. Le film respecte cela. Ogami tue ses ennemis rapidement et ne se sert pas de son katana pour se protéger. Ce qui n'empêche pas d'avoir des duels très stylisés et esthétiques, dignes des meilleurs Sampara. Par contre, je ne peux pas passer sous silence le sort réservé aux personnages féminins. La manga contient plusieurs femmes fortes et indépendantes qui savent se défendre par elles-mêmes et résister aux hommes dans ce monde de brutes, en compensant leurs désavantages physiques par leur intelligence et leur ruse. Dans le film, tous les personnages féminins sont soumises, faibles et à la merci des hommes, ou folles. Osen, présente dans les deux médiums, est une voleuse douée aux armes et maligne dans la manga. Elle sait tenir tête aux hommes. Dans le film, oui, elle a de la répartie, mais elle s'écrase vite face aux hommes, est sans défense et ne sait qu'écarter les hommes. Dans la manga, elle obtient une rédemption de sa vie de crime en réalisant les actes justes à poser. Alors que dans le film, elle n'a aucune réelle utilité dans le récit et ne fait que passer. Et ce n'est pas la faute de Tomoko Mayama, qui fait très bien avec le peu qu'elle a à jouer. Au final, Lone Wolf and Cub est un bon film qui prend au sérieux son matériel d'origine et essaie d'en tirer le maximum. C'est un film légitime fait par un studio légitime. Contrairement à un Lady Snowblood qui restait une œuvre de la contre-culture, fait avec peu de moyens. Cela indiquait que le statut des mangas était en train de changer au Japon. D'une littérature bas de gamme pour enfants, elle devenait un médium respectable. Si respectable que le film est sorti dans les cinémas américains en 1973 dans une version sous-titrée, ainsi qu'écourté de 4 minutes les scènes de nudité, sortie qui n'a pas connu un grand succès. Mais en 1980, le réalisateur et acteur Robert Houston a sorti un remontage des 2 premiers films sous le nom Shogun Assassin, qui n'a pas tant marqué en salle, mais qui est devenu un gros succès en VHS. Et qui a contribué à l'engouement des Américains pour les films de ninja et de samouraï des années 80. La glorieuse époque des ninjas multicolores, ces assassins flamboyants en plein jour. Ce n'est pas une surprise que des œuvres américaines comme Samurai Jack, Logan et surtout The Mandalorian rendent clairement hommage à Lone Wolf and Cub. Sérieusement, The Mandalorian est du niveau de subtilité de Quentin Tarantino. Sauf que dans ce cas-là, c'est excellent. Et puisque je parle de Tarantino, le film que la fille de Béatrix écoute à la fin du 2e Kill Bill est Shogun Assassin. Mommy, do you want to watch a video with me before sleepy time? Oh yeah, I would love to. Which one do you want to watch? Shogun Assassin. No, BB. Shogun Assassin is too long. No, it's not. En manga ou en film, Lone Wolf and Cub a marqué le Japon comme l'Amérique par son récit classique de guerrier vengeur et par son esthétique épurée et brute. Que ce soit au Japon médiéval, dans un apocalypse zombie, dans les rues de New York, dans les rues de Chicago des années 30, dans un monde de fantaisie, sur une planète reculée, dans un futur pas très loin, dans un passé alternatif,
ou dans une galaxie très lointaine, la quête d'un guerrier et de son seul enfant nous rejoindra toujours. Arigato.